Bienvenue dans Parole d'Expert IT, l'émission propulsée par Zenith RH. Je m'appelle Stevie. Vous êtes avec nous pendant 30-40 minutes. Pourquoi on a créé Parole d'Expert IT? Parole d'Expert IT, c'est le lien qu'on veut rétablir entre les consultants, les recruteurs et les managers dans le domaine de l'IT. Et pour ça, on interviewe, on discute avec des experts qui nous font réfléchir sur plein de sujets qui sont liés à ce domaine. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de discuter d'écologie, de greenwashing avec une experte, Alexia Uri. Bonjour Alexia. Bonjour Stevie, merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là et de partager un petit peu de mon expertise. J'espère qu'on va pouvoir apporter beaucoup de valeur à ton audience. J'espère aussi. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui te découvrent? Oui, donc moi je m'appelle Alexia Uri, je suis experte en grosse marketing durable, autrice, formatrice, conférencière et coach certifié. J'accompagne des entreprises sur leur croissance, autour de leur offre, leur visibilité, leur architecture d'acquisition, avec ma signature qui est la performance et l'impact, dans le but de durer le plus longtemps possible. Voilà. Et donc dans cette réflexion, il y a le côté durable. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce que ça veut dire la durabilité dans le monde de l'entreprise? Comment tu vois les choses? Alors, pour moi, la durabilité, elle est sur deux niveaux. La durabilité, bien sûr, environnementale. On a aussi un enjeu au niveau de la société, hein, bien sûr, mais aussi la durabilité au niveau du temps, c'est-à-dire faire en sorte que mon entreprise, elle soit pérenne. Et c'est tout ça qui va faire en sorte que on peut se dire qu'on arrive à allier justement performance et impact avec, bien sûr, ce volet durabilité. Voilà. Merci beaucoup. Ah, ça a l'air beaucoup plus clair comme ça. Euh, Moi, pourquoi j'ai voulu parler avec toi? Souvent, nous, dans la communication, dans le marketing et même dans le recrutement, on va beaucoup avoir la marque employeur qui va jouer. Et dans ce domaine-là, pour attirer les gens, on parle beaucoup d'écologie. Et forcément, on parle de greenwashing. Donc le greenwashing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée de se donner une dimension écologique, alors qu'en vrai, c'est juste des mots, c'est juste du marketing. Et donc, je voulais savoir déjà quel était ton avis sur ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui existe vraiment beaucoup? Pas du tout? Alors, j'ai même allé plus loin. Je pense que quelquefois, la démarche positive commence par du greenwashing. Ok, ah ouais. Voilà. Mais malheureusement, c'est présent dans beaucoup trop d'endroits, dans beaucoup trop d'entreprises, parce qu'en fait, on pourrait avoir de bonnes intentions ou de mauvaises et juste utiliser des mots pour attirer. Maintenant, en grosse marketing durable, on va travailler beaucoup autour de la data. Et ce que je dis souvent, c'est tout ce qui ne se mesure pas n'a pas de valeur. Donc, on va travailler autour des data pour pouvoir justement avoir une arme contre le greenwashing et faire en sorte de pouvoir prouver nos actions. Et donc, qu'est-ce qui concrètement te fait dire que telle entreprise va être plus euh, orientée avec ses valeurs d'écologie et une autre va être plus en mode greenwashing, cacher quelque chose? Qu'est-ce qui fait dans la data que tu vas te dire, ok, ça va, ça ne va pas? Comment tu... Alors déjà, on va sortir des valeurs, parce qu'en fait, la première chose qu'on va dire, ben voilà, nous, nos valeurs dans cette entreprise, c'est l'équité, c'est etc., etc. C'est plutôt parler d'actes et d'actions, et en fait, montrer à quel point on n'est pas parfait. Montrer qu'en fait, on est dans un vrai chemin de croissance durable, et qu'on fait des erreurs, qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, et en fait, vraiment utiliser le mot vérité dans sa définition propre. Voilà. Et c'est là que je parle de transparence. Mhm. Ne pas jouer au bon élève, à l'élève parfait, mais juste montrer que je suis dans un chemin de croissance, dans un système d'amélioration continue. Voilà. Je pense que déjà, si on voit que, justement, il y a des manquements, c'est que l'entreprise, elle veut essayer de trouver des solutions.
Voilà, moi déjà, je pense que ça, c'est un bon indicateur. Après, de toute façon, aller chercher le greenwashing, regarder si l'entreprise est vraiment sur un chemin qui est clair, avec des indicateurs, c'est aller faire une enquête, hein. C'est ça, et je pense que toutes les entreprises qui montrent un peu des valeurs au niveau environnemental, sociétal, etc., hein, par exemple les ESS, hein, Mm. les entreprises de l'économie sociale et solidaire, en gros, elles doivent montrer, prouver leur chemin, mais je veux dire sans data impact, moi j'appelle ça les KPI de durabilité. D'ailleurs, en ressources humaines, on doit Mm. avoir des KPI de durabilité, en tout cas des indicateurs qu'on doit avoir pour regarder si est-ce que notre boussole de recrutement, elle est Mm. durable. Et donc, oui, bah, alors, quelle est cette boussole de recrutement? Ça m'intéresse de savoir parce que du coup, nous, on va beaucoup travailler, par exemple, avec des consultants Mhm. qui font faire des missions plus ou moins courtes. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui, par exemple, a beaucoup de turnover parce qu'elle travaille avec beaucoup de consultants en IT, n'est pas forcément bien sur la durabilité ou ça n'a rien à voir? Alors, moi, je dirais, pour un petit peu schématiser hein, ce que c'est pour moi, en tout cas, la boussole durable du recrutement, c'est 5 points. Le premier point, c'est est-ce que l'entreprise travaille sa rétention. La rétention, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le digital, hein. Mm. On va aller chercher de la croissance via le levier de la rétention, c'est-à-dire la fidélisation. Donc, est-ce que c'est un vrai challenge pour l'entreprise de travailler sa rétention? Moi, je pense qu'une entreprise qui a beaucoup d'attractivité au niveau de ses offres, mais qui derrière fait fuir ses talents, Mm. le KPI de durabilité, il n'est pas... Mais pas ouf. Ouais. Voilà. Après, il y a un deuxième point que moi, je regarde beaucoup, c'est le turnover par métier et par poste. Ok. Voilà. Et bien regarder justement hein, au niveau secteur, regarder les postes et les métiers. Après, il y a un troisième point que je regarde beaucoup, c'est la qualité de l'onboarding. Que ce soit pour un freelance qui vient pour une mission, donc le briefing, etc., ou que ce soit hein, pour quelqu'un qui est intégré dans l'entreprise, parce qu'on voit très souvent qu'à partir de 90 jours, il y a un désintérêt de la Mm. personne que tu as recrutée, donc comme si finalement la lune de miel ne durait que 3 mois. Mm. C'est dommage. Ensuite, le quatrième point, pour moi, c'est les évolutions réelles que l'entreprise peut apporter à son salarié ou même à un freelance dans le sens où tu peux nous accompagner sur des missions courtes mais sur du long terme. Comment en fait on apporte aussi des compétences nouvelles à des collaborateurs. Et le cinquième point, c'est la parole en fait, la valeur de la parole de nos collaborateurs. Pas seulement un peu des verbatims, mais comment derrière elle est utilisée. Est-ce qu'il y a vraiment une politique d'employé advocacy dans Mm. l'entreprise qui a beaucoup plus de portée finalement qu'un moyen de communication interne porté par l'entreprise où de toute façon on se dit c'est l'entreprise qui parle. Mm. Donc après, une personne qui est salariée dans une entreprise et qui va prendre la parole aura plus de poids. Et ça, c'est vérifié hein, au Mm. niveau des statistiques. Donc moi, c'est un petit peu ça, cette Mm. boussole durable. Et puis, j'en ai parlé justement dans mon livre, hein, parce que pour construire une croissance durable, cultiver une croissance responsable, on doit prendre en compte l'humain. Et si tu n'as pas cette boussole durable de recrutement, en fait, ça ne va pas aller Mm. pour justement durer le plus longtemps possible, parce que c'est ça qu'on veut. Ouais. Hein, finalement, au bout de 2 ans, 80% des entreprises, elles disparaissent. Enfin, il faut Ah garder oui. ça en tête. On parle souvent des licornes. J'ai souvent cette petite euh, blague que les licornes, ça n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Et pourtant, bon, il y a des Il y en a exceptions. partout. Hein. Il y a des exceptions en France, donc on a quand même, Mm. heureusement, de belles licornes, mais voilà, ça n'existe pas. On ne peut pas baser tout sur des exceptions. Mm. Voilà. Donc, moi, je travaille vraiment dans l'économie réelle, sur le terrain, et je vois que si tu ajoutes en plus de ce qu'on pourrait appeler, en gros, ta North Star métrique, qui, pour ceux qui ne
voit pas. C'est un petit peu ton indicateur qui te permet de comprendre, est-ce que mon business il va dans le bon sens. Je donne un exemple très Mhm. simple. Je pense qu'une entreprise que personne ne connaît qui s'appelle Airbnb, sa North Ça comme Star quoi. Metric, c'est le nombre de nuitées qui vont être bookées par jour. Voilà, ça permet d'avoir un cap, mais si vous ajoutez pas en plus de ces KPI un petit peu de croissance, des KPI RH, de durabilité, en fait, je pense que sur le long terme, l'entreprise, je ne suis pas sûre qu'elle va durer très longtemps. Ok. Donc, ça veut dire que, tu me dis si je vais à côté ou pas. Si je suis un consultant ou même un recruteur et que je veux aider un client ou une entreprise, les choses que je devrais observer, déjà, c'est au niveau de sa transparence. Si elle met en avant des bonnes choses comme des mauvaises, ça peut être un bon indicateur. Si on voit un cheminement, donc des choses qui faisaient moins bien et qui s'améliorent, c'est une bonne chose. Si on voit que des choses qui sont bien et qu'on voit jamais les problèmes, c'est peut-être un red flag, un petit red flag. Un no-go. Euh, Est-ce que du coup, quand je suis un consultant, donc je commence à faire un process de recrutement, euh, et je n'ai pas toutes ces informations, et c'est des choses que je devrais demander en entretien, c'est peut-être, ou comment tu vois les choses, parce que c'est pas toutes les entreprises qui vont faire qui vont montrer cette transparence dès le début. Et peut-être que c'est parce qu'il faut qu'on cherche. Comment je pourrais demander, qu'est-ce que je pourrais demander. Moi, je regarderais un petit peu déjà leur vitrine digitale, hein. Aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises, elles communiquent en interne, donc il y a quand même des choses qui peuvent transparaître. Après, la personne qui me recrute, pour moi, elle doit être euh, garante d'un cadre clair. Mhm, Tout ce qui est flou, bien sûr. ça ne peut pas fonctionner. Après, aujourd'hui, hein, il y a des sites aussi qui permettent de voir un petit peu des retours aussi de salariés. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience vécue Mhm, pour se dire si c'est un endroit dans lequel je vais bien me sentir. Après, il y a aussi des entreprises qui mettent en avant une charte. ouais. Donc, regardez, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est à disposition? Aussi, moi, des choses que je vais donner comme conseil aux entreprises, c'est de créer un rapport d'impact, quelle que soit la grosseur de ton entreprise. Parce que plus tu vas être une grosse entreprise, plus en fait tu vas être face à un cadre réglementaire, à la législation, comme la loi, la CSRD, qui change beaucoup, donc c'est quelque chose à suivre tout le temps, mais qui t'oblige à faire des choses, à avoir des actions. Donc ça va être important, voilà, de regarder un petit peu l'écosystème. Et puis après, on reste des êtres humains. Il faut aussi faire confiance à son intuition. Ouais. Voilà. Ah, c'est marrant parce que, ok. Donc, son intuition, tu veux dire que si. Parce que souvent, donc là, en ce moment, les consultants, ils vont parler d'abord au recruteur, puis après, ils vont arriver au client. Et avant même d'arriver au client, ça se trouve, ton intuition peut être faussée par ce que va te dire le recruteur et ce qu'il a pu récupérer dans son brief. Donc, tu penses que celui qui est garant en premier abord, ça va être le recruteur ou peut-être que c'est au consultant d'aller chercher ces informations, c'est au client de le mettre à disposition. Tu vois, tout cet écosystème qui est garant de cette durabilité, du respect du cadre, comme tu dis. À la base, c'est quand même l'entreprise qui a une promesse. Hmm. Donc, l'entreprise, normalement, doit Hmm. pouvoir prouver ce qu'elle propose. Mais après, ce que je pense, c'est que à la fin, comme tu as quand même un intermédiaire au milieu, un recruteur, encore une fois, pour moi, il doit être garant d'un cadre clair. Voilà. Hmm. Donc, après, ça n'enlève pas la responsabilité à la personne qui va chercher une mission d'aller se renseigner, d'aller regarder ce qui se passe. Et puis, honnêtement, moi, je trouve que ça se voit quand même assez vite si quelqu'un vend un produit ou un service qui a aucune traçabilité. Je sais pas, dernièrement, j'ai vu une grande marque, on voyait la publicité, et je pense que tout le monde voit que le message, il est un peu trompeur et mensonger. C'était pas Ouais. difficile à voir. Et puis, il faut vraiment se dire que tout doit aller au-delà des mots, hein. Comme je le Hmm. disais, ce qui ne se mesure pas ne peut pas être vérifié et donc n'a pas de valeur. Donc voilà, il faut de la data. Et c'est pour ça aussi que je conseille aussi beaucoup
à mes clients de travailler autour de ce que moi j'appelle le data storytelling. Tu as de la data qui te permet de prouver ce que tu fais et en fait, tu vas l'utiliser pour le coup à bon escient pour expliquer concrètement ce que tu fais. Ouais, d'accord. De partir Voilà. du chiffre pour expliquer tes actions et expliquer ton évolution. Exactement. Et en fait, les entreprises, elles se rendent pas compte qu'elles ont de l'or dans les mains. Elles partent sur des messages très flous, très marketing que personne ne comprend ou sensationnels, ce qui est dommage. Et c'est vrai qu'on voit la différence entre les entreprises qui sont accompagnées par des cabinets RSE où en fait la durabilité est au cœur de tout et donc ils ont de la matière mais derrière qu'il faut réussir à transformer au niveau marketing et communication parce que ce sont deux métiers différents mais au moins ils ont une base. Ouais. Voilà, travailler avec, en RSE, ils parlent beaucoup de matrice de matérialité. Donc, en fait, ça te permet de poser des jalons par rapport à tes actions sur tout ce qui est justement responsabilité de ta société, tout ce que tu peux faire pour travailler autour de ta durabilité environnementale. Mais encore une fois, moi, je pense tout le temps durabilité des deux côtés. Durer dans le temps, mais en même temps, faire attention à ton environnement. Là, il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps qui prouve que toutes les entreprises, elles ont un impact systémique sur l'environnement. Ok. Que tu sois indépendant, TPE, PME, start-up, ETI, grand groupe. Donc, on a tous un petit peu notre responsabilité. Et c'est vraiment un message que j'essaye de porter. Que tu sois indépendant, freelance ou que tu sois une grande entreprise, tu peux avoir ta part, en La fait, part de... voilà, de responsabilité et tu peux agir dans le bon sens. Il y a plein de moyens de le faire et je l'ai écrit, donc il y a un guide pour ça très concret. Mais du coup, dans cette logique-là, parce que souvent, moi, je trouve que c'est plus simple de mettre en place des choses quand on est une grosse entreprise. Et plus on est petit, tu vois, par exemple, à l'échelle d'un freelance, c'est beaucoup plus dur de mettre en place des choses concrètes, je dirais. Quelles sont les actions, toi, que tu penses, sans spoil tout, hein. Non, alors déjà, moi je donne un outil très simple qui est à la portée de tous, c'est les ODD, les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Et en fait, quand tu regardes, tout business est relié à un objectif de développement durable. Donc déjà, ça te donne un petit peu ton cap. Ensuite, quand tu es tout seul, c'est génial puisqu'en fait, tu n'as pas tout ce cercle de décision avec N+1, +2, +10 pour 1. Ça va beaucoup plus vite. Donc, tu es à même de pouvoir choisir potentiellement aussi des outils qui vont être moins consommés. Donc, ça, c'est toute la partie un petit peu éco-conception digitale. Voilà, quand tu es dans l'IT, quand tu es dans le digital, tu touches à beaucoup d'outils. Bien sûr. Donc là-dessus, tu as aussi ta responsabilité. Après, ce que je pense, c'est que tous ces systèmes, ces solutions alternatives, elles sont moins plébiscitées. Donc en fait, tu n'y penses pas. Et moi, souvent, c'est ce qui revient, mais comment je fais? Par quoi je commence? Mais c'est où? Voilà. Oui, clairement. Voilà. Et donc, en fait, finalement, déjà, si tu as ta boussole, tu sais sur quoi tu travailles au niveau de tes objectifs de durabilité, que tu choisis tes bons outils et que fatalement, bien sûr que toi aussi, tu as des valeurs, tu peux aussi te faire ta propre charte, savoir avec qui tu travailles. Parce qu'en fait, finalement, on est dans un système où derrière, il va falloir potentiellement choisir. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Choisir, c'est renoncer. Voilà. Tout à fait, d'accord. Et donc, un freelance, il va faire des choix, je suis complètement conscient, mais tu vois, souvent, il doit s'adapter aussi à ce que fait son client. Et donc, il n'a pas autant de marge qu'on pourrait l'imaginer. En fait, il va se spécialiser, il va se nicher. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai accompagné une personne qui travaillait dans le e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est vraiment un sujet au niveau de l'empreinte. Ça touche à plein de scopes, en fait. Tu as une grande chaîne de valeur aussi. Donc, tu peux mais vraiment beaucoup travailler sur un e-commerce plus durable. Et en fait, cette personne, elle a décidé qu'elle ne donnerait son savoir-faire qu'à des entreprises qui sont dans une démarche d'eux. Donc, typiquement, elle va se nicher sur un volet impact.
Et oui, ça va lui enlever peut-être d'autres possibilités, mais en même temps, à chaque secteur, ses spécificités. Et finalement, aujourd'hui, si tu te spécialises, eh ben, peut-être que justement ton expertise aura plus de valeur. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Euh, Tu as parlé tout à l'heure des ODD. Est-ce que du coup, tu t'as dit que chaque entreprise avait ce côté-là. Est-ce que dans des entreprises maintenant, on a des entreprises qui sont plus orientées sur le domaine de l'armée, des choses comme ça, qui sont peut-être un peu plus spécialisées. Là aussi, tu penses qu'il y a des points environnementaux qui sont pertinents, moins pertinents? Est-ce que dans les choix qu'on fait, je reste encore dans cette idée de choix, est-ce qu'il y a des choix où tu dis il y a vraiment des no-go pas possibles pour l'environnement, ou est-ce qu'il y a des trucs où tu dis on peut toujours trouver son compte? Euh, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que oui, il y a des no-go, mais je suis pas sûre que tout le monde soit prêt aujourd'hui Ouais. à mettre la carte du no-go. Aujourd'hui, c'est même plus qu'il y a pas beaucoup d'eau, par exemple. Faut vraiment regarder les stats, hein, et ça, c'est quand on est un peu dans les salons d'impact et qu'on regarde, je veux dire, une des sources qui est toujours à jour, hein, c'est l'ADEME. Donc l'ADEME, elle vous permet d'avoir tous les derniers rapports. Aujourd'hui, il y a plus d'eau, en fait, par exemple. Et il y a des départements en France où il n'y a plus d'eau. En fait, on est plus que dans un stress hydrique. Il n'y en a plus. Donc, fatalement, quand on voit ce qui se passe, potentiellement, on peut se crisper et se dire, non, là, je ne peux pas aller dans une entreprise qui fait n'importe quoi. Il y a eu d'ailleurs un scandale il y a quelques mois avec l'entreprise Oracle qui a des serveurs. Ouais. Et en fait, il a été prouvé que ça consommait tellement d'eau et donc son action a complètement chuté. Après, avec l'IA, Avec l'IA, alors voilà, maintenant, alors qu'est-ce qui émerge maintenant avec l'IA? C'est que comment on va l'utiliser de manière plus responsable et plus éthique. Et ça, c'est un gros sujet. Et ça, je le sais, je le sens autour de moi, que c'est quelque chose qui va faire grand bruit et qui va être dans tout ce qui est formation, les pratiques, qui va être hyper important dans les prochains mois et les prochaines années. Après, aujourd'hui, ça y est, hein, on a ouvert la boîte de Pandore. Peut-on faire marche arrière? Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas trop au fait de faire des marches arrière. On peut trouver d'autres solutions alternatives, mais une fois que tu as quelque chose de validé, c'est très dur d'aller en arrière. Voilà. J'ai l'impression. Sachant que aussi l'IA permet sur plein de technologies de pouvoir aussi aller plus vite, réduire, compenser. Mais en fait, la grande question qui arrive tout le temps, c'est est-ce qu'on est à l'équilibre? À l'équilibre. Est-ce que le coût qu'on donne et ce qu'on gagne est équivalent? Voilà. Et sur quel référentiel? Okay. C'est ça. Et donc après, quand on arrive à faire les bons calculs, c'est bon parce que quelquefois, il y a des promesses et de très bonnes idées, mais quand on fait le calcul, ça ne fonctionne pas. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose à vérifier. Et quelquefois, il y a des projets qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui, au bout de quelques années de recherche et de développement, montrent qu'en fait, le calcul n'est pas bon et qu'on n'est pas à la bascule. Et donc, finalement, il faut faire marche arrière. Voilà. Donc, il faut encore faire preuve un petit peu d'agilité et faire attention parce que quand on part sur des projets avec des énormes infrastructures, là, ça peut être dur. Mais c'est-à-dire qu'il déjà faut prendre du recul. Est-ce que je trouve que souvent, en tant que consultant, même en tant que recruteur, on regarde beaucoup les labels. Nous, je sais que par exemple, on a EcoVadis. Est-ce que tous les te semblent pertinents ou est-ce que c'est un bon moyen comme on dit, de greenwasher Est-ce que c'est pertinent de regarder les labels pour s'informer ou est-ce qu'il faut se bloquer que à la data, comme tu le dis? Je pense qu'il faut faire les deux. Moi, je pense qu'un label, c'est un point de départ, c'est pas une destination. D'accord. Voilà. Comment ça, un point de départ? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une démarche qui a été initiée. Voilà.
On a rempli un cahier des charges. Après, c'est comme pour tout, hein, un label, une certification. Ben, après, il y a des auditeurs qui passent, qui vérifient si on est toujours un peu sur le bon chemin. Après, potentiellement, l'entreprise, elle peut aussi se développer, muter. Donc, il y a des changements. Mais je pense que ça ne peut pas tout faire. Il faut vraiment aller regarder précisément. Justement, dans les rapports d'impact, en fait, c'est intéressant de regarder un rapport d'une année à une autre. Parce que Ok. là, bah, tu vois le Hmm. chemin. OK, qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? C'était quoi leur sujet du moment? Et c'est ce que je trouve assez intéressant parce que, en fait, il n'y a pas une structure qui dit ben, ton rapport, il doit être comme ci, comme ça. C'est à chaque entreprise, en fait, de le créer et c'est assez sur mesure. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça peut être même très innovant de regarder sur quoi, en fait, chaque entreprise travaille. Quelquefois, c'est très créatif. Donc, pour moi, c'est ça. En fait, c'est regarder comme dans le digital. Moi, je dis souvent à mes clients, vous devez vendre une transformation. En fait, quand quelqu'un va acheter ton produit ou ton service, ben, il était dans un état A Ah, et tu veux le faire passer à excellent. un état B. C'est Excellent. ça. Et en fait, ben, moi, voilà, je veux voir ce qui s'est passé entre 2024 et 2025. Qu'est-ce que tu as transformé? Et je dis souvent, hein, la performance, c'est regarder moi. L'impact, c'est regarder ce qui change. Hmm. Voilà. J'aime bien ce que tu dis parce que, en fait, je réalise dans tes paroles qu'il ne faut pas regarder toujours les entreprises dans un instant T, mais plus dans un chemin parcouru. Et donc, euh, dans la logique que j'aurais pu avoir, c'était de me dire, oui, ben, en fait, je vais regarder si cette entreprise a atteint le label, donc elle fait attention à l'environnement, etc. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que si on veut comprendre si une entreprise est dans une logique euh, ben, d'avancer pour la planète ou dans la durabilité, c'est de voir son chemin. Donc comprendre d'où elle part. Et on n'est pas forcément obligé de chercher l'entreprise qui va mal faire quelque chose et qui va bien le faire après, mais de voir comment ils évoluent au fur et à mesure, même s'ils ont un très bon chiffre. Est-ce qu'ils essaient de l'augmenter ou pas? Exactement. Et puis, quelquefois, il y a des labels où il y a des grosses barrières à l'entrée pour Mm. pouvoir l'avoir. Et toutes les entreprises, elles sont pas prêtes à mettre tous les moyens tout de Mhm. suite. Donc, il faudrait pas non plus que ça ferme des portes Mm. à avoir envie d'aller dans une entreprise parce que tu n'as pas le label. Ouais. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est très louable et ça montre une démarche. Donc, tout ce qui est démarche, moi, je salue. Je vais passer à une autre partie. Hum, Est-ce que tu as des idées, des choses où tu dis forcément là c'est red flag direct. Moi, je pensais plus à des briefs. Est-ce que si on te fait un brief, un client te dit quelque chose, tu dis ah non, là, je pourrais rien faire, c'est pas possible. Ou comme tu es dans une logique de transformation, justement, tu dis ouais, tout est envisageable. Moi, je crois que j'ai développé comme comme le sixième goût, l'umami, J'adore. la croissance durable, pour bien travailler avec une entreprise. Non, je le sens tout de suite quand c'est brouillon, quand il n'y a pas assez d'informations, quand il n'y a pas assez de data, en fait, Mm, quand c'est pas assez clair, quand c'est le flou, en mm, fait. Encore une fois, on revient à ça, c'est avoir un cadre clair. Je le fais beaucoup en coaching aussi dans les entreprises, hein, donc travailler un petit peu autour des organisations. En fait, quand ça va pas quand c'est flou, ça va pas quand la communication elle est pas claire, mm, ça va pas quand justement on n'est pas assez transparent. mm, Et donc ça, tu le sens tout de suite quand tu arrives. Et moi, je travaille aussi pour des missions courtes. Quand tu arrives et que ça part dans tous les sens, qu'on ne sait pas, on a des intentions qui quelquefois en plus sont pas tout le temps positives. mm, Ah, tu dis, moi, je vais pas pouvoir travailler mm, avec vous, ça ne va pas être possible. mm, Voilà. Après, par contre, tu le sens au début quand je te disais, est-ce que quelquefois, tu dois pas commencer par le greenwashing avant de réussir à être sur le bon chemin? mm, Voilà, c'est peut-être la petite anecdote, mm, quoi. Peut-être que la personne qui aura fait le plus de bien, elle aura commencé ouais. avec des promesses floues. Voilà. Mais voilà, moi, je le vois tout de suite. Mais encore une fois, c'est demander de la data. Tu vois, quand tu as une mission, ton brief, voilà, c'est quoi les objectifs, c'est quoi le timing, Mm, c'est quoi les moyens, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire.
souvent aussi être sur en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Mhm. aujourd'hui? Mais Voilà. tu vois, tu vois, des fois, il y a des gens qui peuvent venir parce qu'ils se disent, j'ai jamais essayé, j'ai pas encore collecté les datas et je veux me lancer. Donc, tu vois, ils vont avoir un discours flou parce que ils n'ont jamais commencé à travailler sur le sujet et c'est pour ça qu'ils commencent ce brief, tu vois. Et ben là, c'est super parce que si c'est quelqu'un qui est plein de sincérité et de bonnes intentions, on va l'aider. Mm. Et donc, on y va. Et au contraire, on va tester des choses. Et puis, je reviens toujours aux grosses, hein, c'est Mm. l'itération. Oui, bien sûr. Après, on essaye de faire. Par contre, ce qui est génial dans cette configuration, c'est que tu pars d'une V0 durable. Ok. Donc, Au tu vois, lieu de, ensuite, comme on est un peu parti dans tous les sens, on doit transformer notre système. C'est toujours difficile, hein, la mm. transformation des entreprises. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un secteur, tout ce qui est les managements de transition, Mm. les Oui, bien sûr. transformations dans les Mm. entreprises qui va très très bien marcher dans les prochaines années. Mm. Il vaut Je mieux maintenant. commencer durable plutôt que avoir à faire des changements et des changements. Voilà. Donc pour le coup, c'est génial quand quelqu'un ne sait pas trop, mais qui se dit, je pense que pour durer, il faut commencer par ça. Ok. Et donc, et si par exemple, alors, je te donne des cas et tu me dis comment tu réagis, c'est intéressant. Euh, Si tu as commencé avec quelqu'un, au bout de 6 mois, un an, tu vois que rien n'a changé ou que ben, ça reste. Il n'y a pas une évolution finalement. euh, quelle action il faut faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut lâcher l'affaire? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut doubler les efforts et qu'ils n'ont pas mis assez de moyens? Comment tu vois les choses? Non, je pense que c'est un peu le moment de la mise au point, le Mm. rapport d'impact. Ça y est, on est arrivé. En fait, on a fait le tour du cadran. Mm. Voilà. Moi, j'aime bien cette image de faire le tour du cadran avec quelqu'un, avec une entreprise. Donc, tu vois, si tu es resté un an avec une entreprise, ça fait quand même 12 mois. Mm. Il y a de quoi faire justement un bilan. Si l'entreprise, tu sens qu'elle n'a pas envie ou elle préfère camper un petit peu sur ses positions aujourd'hui, moi personnellement, je laisserais tomber. Après, les entreprises, au bout d'un moment, c'est soit elles veulent vraiment le faire et donc tu n'as pas non plus à les convaincre. Oui, bien sûr. Elles sont déjà un petit peu convaincues que c'est ce chemin qui va C'est je crois les qui est important. mener là où il faut pour durer dans le temps. Encore une fois, hein, c'est ça Mm. le challenge des entreprises, hein, c'est durer dans le temps. Mm. Bien sûr, générer de l'argent, avoir un ROI, etc. Mais si tu ne dures pas, en fait, tu fais pas d'argent de toute façon. Donc, si l'entreprise aussi, au bout d'un moment, elle va avoir une pression financière, parce que l'enjeu aussi, il va être financier puisque c'est le nerf de la guerre et que quand tu veux développer ton entreprise, Oui. potentiellement, tu vas aller chercher des subventions, potentiellement, tu vas aller chercher de l'argent, tu vas lever de l'argent, tu vas aller voir la banque, etc. La BPI, par exemple, c'est toutes des institutions qui ne te donneront pas d'argent Oui, si c'est si pas. tu as juste une idée comme ça, même si ta promesse, en fait, avoir une proposition de valeur impact, c'est hyper important. Après, il va falloir quand même prouver un Mm. ROI, hein. Mm. Bah oui. Voilà. Maintenant, la proposition de valeur impact ne suffit plus, mais Mm. c'est important quand même de l'avoir en tête. Résultat, derrière, ce qui peut aussi motiver les entreprises, Mm. c'est l'enjeu financier. L'enjeu financier, bah oui. Voilà, qui va faire que si au bout d'un an, ils se disent que ça fonctionne pas comme on veut, mais on y croit quand même et on sait qu'il y a un enjeu financier, ils seront encore là. Si derrière l'entreprise, tu te rends compte que justement, on regarde le chemin pendant un an et que les efforts n'ont pas été vraiment mis et que en fait, c'était peut-être justement juste pour des promesses floues, c'est pas la peine parce qu'en fait, je pense que tout le monde perd Mm. son temps et on a envie d'avancer. Parce que aussi, ce qui est important, c'est de ne pas stagner, c'est d'avancer. Mm. Oui, c'est intéressant parce que, en fait, pourquoi je pose cette question? Souvent, on oppose la durabilité avec le gain. On se dit, pour le début, on va se dire oui, ok, si je veux réussir, ben, je vais à fond, quitte à pas être dans un système durable, mais dans un système je vois ce qui se passe demain.
Et donc, on les oppose. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il ne faut pas les opposer. Au contraire, la durabilité, c'est quelque chose qui te permet d'avoir une croissance que tu peux gérer un peu, que tu peux... Exactement. Et en fait, oui, c'est fini. C'était un grand débat, ça. Mm, C'est performance et durabilité, ça ne fonctionne pas mm, ensemble. Je pense que même pendant longtemps, on s'est dit que c'était presque un mythe, mais c'est pas du tout un mythe. En fait, c'est surtout qu'il faut commencer par des fondations solides mm. et ensuite avoir une vision long terme. Si tu fais tout vite, 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 et puis que derrière, tu n'as une vision que court terme, ouais, tu vas faire un coup. Mm. Sauf que on n'a jamais vu vraiment des coups rester Ouais, très super longtemps, longtemps. et tu vas passer souvent potentiellement par du pivot aussi dans les entreprises. Tu vois. Moi, je veux dire, je travaille en incubateur, j'accompagne des entrepreneurs, on voit très bien comment ça se passe. Justement, plusieurs fois, ton entreprise, elle va muter. Tu as justement des problématiques de recrutement. Mm, Est-ce que je m'entoure de freelance? mm. Est-ce que je salarie? Comment je fais pour Ouais, recruter? bien sûr. Ça, c'est vraiment un vrai challenge. C'est-à-dire que tu dois avoir tout d'un coup, être un petit peu entrepreneur multicasquette. Un coup, je suis DAF, un coup, je suis RH, un coup, je Ouais, mais suis... c'est ça, toujours. Voilà. Donc hyper important, voilà, de garder le cap quand on est dans l'entrepreneuriat. Et oui, le recrutement, c'est vraiment, pour moi, aussi un indicateur de réussite dans ton entreprise. Si tu veux voir les entreprises qui marchent bien, ouais, tu regardes tout de suite le KPI de durabilité, le Mm, turnover. S'il y a mm. beaucoup de turnover, c'est qu'il y a un problème. Après, à savoir lequel. Oui, Est-ce que tu es aussi en train de te transformer au niveau de ta technologie? Et là, potentiellement, aujourd'hui, il y a tellement de mutations avec les nouveaux outils qui existent. Bon, à regarder encore les petites enquêtes pour pas juger trop vite, oui. parce que c'est facile aussi de juger. C'est pas facile de maintenir une entreprise à flot. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu penses que la durabilité, c'est le sujet des gens en CDI, des salariés, et que les freelances sont un peu à côté? Tu vois, parce que quand on pense durabilité, forcément, on pense sur le long terme, on se dit quelqu'un en salariat va être plus intéressant que quelqu'un en freelance. Est-ce que peut-être que le freelance, comment on juge de sa pertinence sur la durabilité? Bah, en fait, ça dépend de la maturité de ton entreprise, de où est-ce qu'elle en est dans son développement. Mm. Parce que tu vas faire appel à des freelances à des moments donnés où, par exemple, imaginons que, je sais pas, tu as un salon Mm. voilà, que tu fais chaque année. Bah, potentiellement, le salon, c'est pas toute l'année. Oui, bien sûr. Oui. Donc, tu vas peut-être Mm. faire appel à des freelances, mais sauf que tu vas faire appel à des freelances chaque année. Moi, je connais plein de gens qui me disent, bah, moi, ça fait 10 ans que je travaille pour eux. C'est génial. Oui. Bah, en fait, tu n'as pas besoin de les rebriefer, ils connaissent le système, on est tous là au rendez-vous, on fait des réunions de kick-off, enfin, Mm. voilà. Donc, je pense que non, et au contraire, bon, alors, on a souvent entendu le fait que les freelances, ils aidaient un petit peu les entreprises à se débarrasser des gens. Je trouve que c'est un petit peu C'est dur. violent. Exactement, non, mais exactement. Non, en fait, pour moi, les freelances, c'est aussi une force vive. Mm. C'est aussi des personnes qui vont suivre un petit peu les évolutions. Là, aujourd'hui, j'avais vu dernièrement un petit peu des datas de Malte, cette plateforme qui va donner un petit peu des profils freelance Mm. et qui expliquait comment, enfin, les demandes aujourd'hui des entreprises Mhm. qui finalement ne baissaient pas tant que ça. Par exemple, tu as envie de créer une identité visuelle. Mm. Bah, les entreprises, elles vont quand même toujours demander à une personne humaine Oui, ah oui, et clairement. pas à l'intelligence artificielle. En fait, ils donnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes, en fait, qui aujourd'hui ont toujours beaucoup de valeur et qui ne sont pas remplacés par l'intelligence artificielle. Et en fait, à quel point les freelances, en fait, c'était un peu des pépites et des merveilles parce que, en fait, ça apprend, ça reste toujours à jour, ça développe des compétences et que maintenant, c'est comme si le métier de freelance était devenu un peu des gens multipotentiels. Et Non, mais c'est ça, clairement ça. j'ai trouvé ça très beau et très fort. Mm. Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, là, on parle souvent du marché qui est ralenti, qui a ralenti l'année dernière, mais c'est surtout une évolution. Nous, on se rend compte que
les freelances, en fait, il y a deux types de freelance. Il y a le freelance qui va stagner, qui va pas réussir à travailler sur lui-même, à découvrir les nouvelles technos. Bah, là, c'est vrai que ça va être difficile pour lui, mais il y a des freelances qui, en fait, sont euh, très au fait de ce qui se passe sur le marché. Et donc, ils vont apprendre de nouvelles compétences, vont faire des nouvelles certifications, etc. Et donc, ils vont suivre le marché et être prêts pour rentrer dans n'importe quelle entreprise. Et eux, ils sont prisés. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on sépare ça et on se dit toujours, ah ouais, mais c'est compliqué parce que les places sont chères. Mais en fait, oui, faut suivre, quoi. Faut suivre la cadence. C'est ça. Et puis finalement, la formation, c'est toute la vie, hein, qu'on soit en entreprise ou Mmh. freelance. On doit constamment se former, apprendre de nouvelles choses. Et d'ailleurs, on voit souvent que c'est vraiment un levier de rétention, ça, hein, la Mmh. formation. Avoir une entreprise qui nous aide à grandir, en fait, les compétences très importantes aujourd'hui pour les salariés. Donc, les freelances, pour ça, ils ont vraiment un boulevard. Et en tout cas, moi, je sens là dans le marché qu'ils le prennent. Ouais. Je vois, c'est bien, c'est marrant parce que c'est toujours ce côté évolution. Tu vois, Mm. on doit toujours être meilleur que ce qu'on était la veille et on s'en fiche de où on commence, mais tant qu'on s'améliore à chaque fois, c'est hyper important. J'avais une autre question sur le fait que qu'est-ce que tu fais si, par exemple, tu vois une entreprise, je commence à deviner ta réponse, mais si tu vois qu'une entreprise a été flaguée, et ils font du greenwashing, c'est honteux, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour se sortir de cette situation, Alors, selon toi? ok. Ben, pour moi, il n'y a rien de pire que le déni. Donc, déjà, il faut s'excuser. Mm. Je pense que faut avouer à moitié pardonner, déjà. Et ensuite, justement, se donner pour challenge de montrer que cette fois-ci, on a compris Mm. et qu'on va montrer, documenter notre chemin pour essayer de faire mieux. Voilà. Mm. Et puis après aussi, attention, hein, on a parlé d'enjeux financiers. Il y a aussi un risque, hein, pour les entreprises de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Ça va devant les tribunaux. Enfin, Mm. c'est plus non plus une blague, hein, parce que bon, Mm. on dit greenwashing, mais ça peut aller très très loin. Il y a plein de procès, hein, si vous Ouais. regardez sur Internet, qui sont documentés, hein, sur des promesses bas carbone de Mm. grandes entreprises. Donc aujourd'hui aussi, il y a toute une partie un petit peu e-réputation, ou réputation d'ailleurs tout court, hein. Donc, mais voilà, je pense qu'on a le droit de faire des erreurs. Il faut juste les reconnaître. Et puis ensuite, justement, utiliser ça comme un cas d'usage et montrer que, ok, on a compris la leçon, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, je pense que c'est presque, ce serait presque bien que ça arrive à toutes les entreprises, comme ça les obligerait à faire mieux. À faire mieux. De Voilà. toute façon, c'est toujours ça, c'est l'évolution, faire mieux, essayer de se comprendre où tu en es, essayer d'avancer sur où tu veux aller. Exactement, et être dans ce processus d'amélioration continue, hein, qu'on doit tous avoir en tant qu'humain et en tant qu'entreprise pour qu'on puisse tous grandir ensemble. Et donc, on a beaucoup parlé des entreprises, on a beaucoup parlé des consultants. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un recruteur qui est face à ces situations-là où il doit connecter deux personnes, surtout dans le domaine de l'IT, qui n'est pas forcément un domaine où on pense forcément durabilité. Tu vois, comment il fait ses choix? Qu'est-ce qu'il doit absolument observer? Qu'est-ce qu'il doit absolument dire à son consultant? Tu vois, comment tu fais le lien entre les deux en tant que... Alors, très bonne question. Moi, je pense qu'il y a une idée de quelles sont vos appétences, en fait. Mhm. Qu'est-ce que vous aimez un peu s'intéresser aux consultants. J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur des fiches de poste. Mhm. Et donc, ce petit côté humain, il est un petit peu mis de côté. J'ai parlé de la boussole durable du recrutement. Et je pense que prendre ça comme outil et l'avoir à ses côtés, je pense que c'est très important. On trouve Après, dans ton livre? Je t'embête. il y a pas mal d'idées à récupérer. Ouais. Il y a pas mal d'idées à récupérer. Et ensuite, je pense, encore une fois,
pour ne pas décevoir enfin, faire en sorte que le consultant il ait plus d'adhésion au bout de 90 jours, bah voilà, s'assurer de lui avoir dit la vérité parce que ce qui revient souvent, c'est que on me l'avait pas dit. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Voilà. sûr que nous, on réfléchit beaucoup en transparence parce que un consultant qui est déçu, le consultant qui est déçu, c'est le client qui est déçu. Donc en fait, la relation est déjà brisée. Exactement. Et donc là, tu n'as pas un partenariat win-win, mais je pense que si déjà tu suis ces 3 conseils, ça peut bien t'aider à faire en Mm. sorte que le recrutement se passe le mieux possible. Et donc, dans un onboarding un peu, tu dirais qu'il y a des phases à absolument passer pour faire un recrutement bien, durable. Alors, le onboarding, je pense que c'est surtout quelque chose à rechallenger. Mm. Parce que je pense que quelquefois, on met un truc en place et après on l'oublie. Et Mm. souvent, je pense que c'est ça qui pêche dans les onboarding. Essayer de faire en sorte qu'il soit le plus vivant possible. Moi, on a parlé tout à l'heure de quelque chose qui marche très bien, c'est l'expérience vécue quand tu veux savoir comment ça s'est passé quelque part. Moi, je pense qu'il manque dans les onboarding un peu le côté vie ma vie. Ok. Pour que la personne qui arrive dans l'entreprise, que ce soit pour une mission courte ou pour une mission plus longue, elle puisse vraiment comprendre les enjeux. Mm. Parce que quelquefois, entre le fait de dire les choses et de le vivre, c'est pas pareil. Et je pense que ça, apporter un peu de ce que j'appelle, moi, vie ma vie dans l'onboarding, peut être un facteur de réussite pour la suite. C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, tu vois, par exemple, chez Zenith, même quand on place quelqu'un, on va faire un suivi sur tout le mois en fait, de process pour essayer de comprendre comment ça se passe avec le manager, comment ça se passe dans sa mission, pour comprendre aussi s'il y a un problème ou si tout se passe bien. Et on fait aussi très attention au offboarding. Tu vois, on passe à l'onboarding, mais on passe aussi à l'offboarding. Est-ce que tous les documents sont prêts pour faire les transitions, etc. Et donc, je pense que si ça fait partie du travail du recruteur, de comprendre ce qui va se passer tout au long du process du consultant. Ouais, l'accompagnement, en fait. Ça me parle beaucoup ce que tu me dis. L'accompagnement, il est indispensable. Et aujourd'hui, en fait, quelquefois, les choses se passent trop vite. Voilà. Tout va trop vite. Et donc, en fait, on skip des étapes. Et ça crée quelquefois de l'incompréhension, des malentendus et donc de la déception. Je peux être que d'accord avec toi. Mais c'est marrant parce que ça revient toujours à un des points qui sont hyper importants, c'est de documenter. Parce que si tu documentes, tu peux itérer et tu peux comprendre où tu vas. La transparence, finalement, transparence dans ce que tu fais, où tu veux aller, et des deux côtés. En vrai, c'est un devoir de vérité, quoi. C'est un peu ça aussi. Exactement. Mais on ne le fait pas tous, donc c'est un bon rappel aujourd'hui. On est là pour ça. On a déjà parlé pas mal. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter déjà? Est-ce qu'il y a des choses où tu trouves qu'on n'a pas assez exploré? En fait, moi, je voulais vraiment insister sur le fait que le recrutement, c'est un vrai challenge dans la vie d'une entreprise. Qu'on le met trop de côté. Et que quand une entreprise grandit, il arrive justement cette question de OK, il faut recruter qui, comment, à quel niveau de salaire, quelle fiche de poste, et que c'est un vrai métier. Oui, bien sûr. Ah, oui. Et que ça ne s'invente pas. Et qu'en fait, quelquefois, vaut mieux être bien accompagné pour perdre moins de temps. Parce que aussi, on n'est pas conscient à quel point on perd de l'argent quand on recrute mal. Ah oui, mais c'est clair. On ne se rend jamais compte à quel point juste la phase de sortir quelqu'un, etc., on perd une somme astronomique. Alors que si on avait fait les bons choix dès le début, même avant, quand on faisait le brief, moi je pense que souvent le problème c'est pendant le brief. Dans cette logique de transparence, justement, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on veut aller, et donc on n'arrive pas à se dire, ok, en fait c'est telle personne que je cherche.
Et donc, on loupe beaucoup d'occasions comme ça. On perd beaucoup d'argent. Donc, Exactement. Donc, hyper important d'avoir ça en tête parce que je ne sais pas pourquoi, mais inconsciemment, on a l'impression que recruter, c'est facile. mm, Parce que c'est de l'humain. Et mm, puis, alors, il y a plein d'écoles, hein. Il y a ceux qui vont recruter au feeling, ceux qui vont recruter avec un petit peu plus de ouais, procédure. structuré. Ça, Voilà, c'est de structuré. manière plus structurée. Après, je pense que ce qui est aussi important, c'est vraiment de tracer le cadre, en Mm, fait, de la mission. Vraiment, voilà, ce que la personne est censée faire. Pareil, toujours dans cette idée de clarté. Donc voilà, je pense que c'était important d'insister là-dessus parce que on ne se rend pas compte de aussi quand on recrute mal ou qu'on perd un talent, c'est aussi le savoir qui part. bien sûr. Et une notion aussi de durabilité, c'est comment tu fais durer le savoir au Mm, sein de ton entreprise, qui est hyper important, d'autant plus que quel que soit ton secteur, tu crées toujours de la valeur et de l'innovation. Et donc ça, c'est dommage de voir ben, justement ton savoir un peu s'éparpiller alors qu'il devrait grandir, être constant. Et il y a plein de choses à l'intérieur d'une entreprise que tu peux mettre en place. On parle beaucoup de knowledge management. mm, Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on crée au sein de l'entreprise qui nous aide à avancer et du partage de connaissances aussi ensuite, qu'on peut utiliser aussi en onboarding hein, mm, pour créer aussi de l'adhésion. Voilà. Donc voilà, juste le recrutement, c'est un vrai challenge et ne pas du tout se dire que c'est quelque chose qui va être facile. Ça prend du temps. Mal le faire, ça coûte de l'argent. Ne pas travailler sur la rétention. Donc la fidélisation de ses collaborateurs, c'est un vrai problème. Et puis voilà, penser que l'employé advocacy, tous les collaborateurs et les freelances avec qui on travaille, en fait, sont hyper importants pour faire rayonner l'entreprise. Bah, en fait, c'est nos ambassadeurs, mm. quoi. Bien sûr. C'est un très beau mot. Euh, Est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais faire venir ici pour discuter d'un sujet euh, qui t'a en tête? Alors, je pense à une femme Très bien. qui s'appelle Raphaël Goiffon, Ok, Raphaël. qui est présidente du Cercle de l'Impact, du CEO Entrepreneur Club, et qui a une belle expérience, de très belles valeurs hein, que je partage avec elle et qui, je pense, aura beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est un peu transformation des entreprises, recrutement, justement, besoin de consultants. Euh, voilà, c'est à elle que j'ai envie de passer la balle aujourd'hui. Eh bien, je prends note. On y enverra l'invitation. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était super. Je trouve ça passionnant, en fait, le sujet du recrutement. Non, mais c'est vrai. C'est passionnant parce qu'en fait, il y a... Enfin, dans ressources humaines, moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a le mot humain. Voilà. On... Quelquefois, je pense qu'on On l'oublie. l'oublie. C'est dommage parce qu'en fait, c'est complètement au cœur du sujet. Et finalement, c'est si beau de construire une aventure avec des humains. Donc, merci d'être là aussi pour aider les entreprises à réussir un partenariat qu'on veut gagnant, en fait. C'est exactement ça. Et nous, c'est pour ça qu'on prône surtout la qualité. Tu vois. On est vraiment dans des artisans. Tu vois. On se dit maintenant toute la technologie qui existe, tout ce qui existe pour nous aider à avancer. Au lieu de faire pour faire du chiffre et avancer très très vite, c'est mieux de faire de la qualité et de favoriser la relation humaine. Donc, je suis totalement en accord et en résonance avec ce que tu viens de dire. C'est super, donc c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Mais ouais, non, cultiver une croissance durable et responsable, c'est aussi avoir cette belle boussole du recrutement durable pour que les entreprises puissent être les plus pérennes possibles. Merci. Merci à toi. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Vous pouvez vous abonner à tes réseaux. Vous pouvez acheter ton livre.
Oui, donc c'est le guide pratique du gros marketing durable. Voilà, disponible à la FNAC, dans toutes les bonnes librairies. C'est bonne librairie. On sait comment c'est. Voilà. Oui, et donc vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, donc soit en podcast, sur Spotify et toutes les autres chaînes, ou sinon sur YouTube directement. Merci. On peut te retrouver sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, à Vivatech, au mois de juin, et puis au TEDx. C'est vrai, c'est moi, on peut le dire. Top, merci. Merci à toi.